Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la question fondamentale, comment Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, question qui demeure un sujet central de l'historiographie contemporaine, tant par ses répercussions que par la complexité des mécanismes qui l'ont rendu possible. Loin d'être le fruit d'un coup de force isolé ou d'une simple fatalité, la prise de pouvoir de Hitler s'inscrit dans un enchevêtrement de facteurs économiques, sociaux, institutionnels et politiques. Cette vidéo vise à analyser ensemble les différentes étapes, stratégies et soutiens qui ont permis à Hitler d'accéder légalement, il faut le souligner, à la chancellerie en 1933, puis de consolider un régime totalitaire. La problématique centrale, comment Adolf Hitler a-t-il pu, dans un contexte démocratique, transformer une position minoritaire en une domination totale sur l'Allemagne? Vous voulez en savoir plus sur la prise de pouvoir? Venez avec moi. La République de Weimar, née en 1919 sur les décombres de l'Empire allemand, est immédiatement confrontée à une grande instabilité politique chronique et à une crise économique profonde. L'humiliation du traité de Versailles, qui impute à l'Allemagne la responsabilité du premier conflit mondial et impose de lourdes réparations, alimente un sentiment de revanche et de frustration nationale. Entre 1919 et 1923, la République de Weimar traverse une série de crises, insurrections spartakistes, tentatives de putsch de l'extrême droite, hyperinflation ruinant la classe moyenne. La relative stabilité retrouvée entre 1924 et 1929, grâce au plan Dwave et à l'aide américaine, vole en éclats avec le krach boursier de 1929. La Grande Dépression frappe ainsi l'Allemagne de plein fouet. Le chômage atteint plus de 6 millions de personnes. La misère sociale s'étend et la confiance dans les institutions démocratiques s'effondre. Cette conjoncture sert de terreau à la radicalisation politique et à la montée des extrêmes dans le parti nazi. Si la crise économique des années 30 reste encore très souvent l'événement historique majeur auquel on se réfère pour expliquer le contexte global qui favorise sur le très court terme la prise de pouvoir d'Adolf Hitler, il ne saurait expliquer à elle seule les origines de l'avènement du nazisme. En effet, Hitler est l'aboutissement d'un héritage politique ultra-conservateur en gestation en Allemagne depuis au moins la fin de la Première Guerre mondiale, c'est important de le préciser, et qui a contribué à faire le lit du développement de l'idéologie nazie. C'est tout un mouvement contre-révolutionnaire et populiste de droite qui cultive un esprit d'action directe et de revanche qui prépare la mise au pas de l'Allemagne. Le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, connaît une évolution fulgurante sous la direction d'Adolf Hitler, il faut le souligner. Dès les années 20, Hitler façonne un parti structuré autour d'une idéologie nationale, raciste et antisémite, prônant la restauration de la grandeur de l'Allemagne, le rejet du traité de Versailles, la lutte contre le communisme et le complot juif. L'organisation du parti est rigoureuse. Création des sections locales, les cellules, encadrement paramilitaire avec les SA, les sections d'assaut, puis les SS, et mise en place d'une propagande moderne et efficace. Joseph Goebbels, chef de la propagande, exploite tous les médias disponibles, presse, meetings, affiches, cinéma, radio, pour diffuser le message du parti et construire le mythe du Führer comme le sauveur de la nation, ce qu'il est réellement au début, car il remonte l'Allemagne, la restaure dans l'argent et les territoires. Le 9 novembre 1923, Hitler tente de s'emparer du pouvoir par un putsch
dans la brasserie de Munich, où le chef du gouvernement de Bavière tient un meeting. Relativement bien implanté en Bavière, mais mal représenté ailleurs en Allemagne, le NSDAP, groupuscule parmi d'autres dans la nébuleuse ethno-socialiste, projette ainsi de prendre le pouvoir dans ce land, sur le modèle de la marche sur Rome, qui a permis à Benito Mussolini de prendre le pouvoir en Italie en 1922. Il entend ensuite gagner Berlin pour y installer une coalition Volkskitsch, du nom de ce mouvement politique et intellectuel prônant l'unification des peuples germaniques. Hitler comprend rapidement l'importance d'utiliser les outils démocratiques pour parvenir à ses fins. C'est important de le préciser. Il n'a jamais été hors la loi, il a toujours été élu par le peuple et utilisé les moyens démocratiques. Après l'échec du putsch de Munich en 1923, il opte pour une stratégie de conquête légale du pouvoir. Les discours d'Hitler portés sur une rhétorique virulente et émotionnelle fédèrent autour de lui une base populaire hétérogène, allant des ouvriers déclassés aux classes moyennes ruinées. Le parti nazi adapte son discours selon les régions et les publics, promettant à chacun une solution à ses problèmes spécifiques. Sur le plan électoral, le NSDAP profite du système proportionnel de la République de Weimar pour accroître sa représentation au Reichstag. Lors des élections législatives de 1930 et de 1932, il devient le premier parti du pays, sans toutefois obtenir la majorité absolue, comme on peut le voir dans le graphique. Hitler multiplie les contacts avec les milieux conservateurs et industriels, leur assurant qu'il serait un rempart contre le communisme. L'ascension de Hitler n'aurait pas été possible sans le soutien parfois opportuniste des élites économiques, politiques et militaires. Les grands industriels, inquiets de la montée du mouvement ouvrier et du parti communiste, financent la campagne nazie et voient en Hitler un instrument de restauration de l'ordre et de protection de leurs intérêts. Les partis conservateurs, en perte de vitesse, cherchent à utiliser la popularité de Hitler pour former des coalitions majoritaires au Reichstag. Le président Paul von Hindenburg, bien que réticent à nommer Hitler chancelier, cède finalement à la pression d'une coalition de la droite traditionnelle, de la grande industrie et de l'armée, persuadés qu'ils pourront contrôler le chef nazi une fois au pouvoir. L'année 1932 est marquée par une succession d'élections et par l'instabilité gouvernementale. Hitler échoue à l'élection présidentielle face à Hindenburg, mais le NSDAP obtient 37% des voix aux législatives de juillet, puis 33% en novembre, restant le premier parti du Reichstag. Malgré l'absence de majorité, les gouvernements successifs ne parviennent pas à stabiliser la situation. Le 30 janvier 1933, sous la pression de la droite et des milieux d'affaires, Hindenburg nomme Adolf Hitler chancelier à la tête du gouvernement de coalition. Quelques semaines plus tard, l'incendie du Reichstag, attribué aux communistes, sert de prétexte à l'adoption du décret présidentiel de protection du peuple et de l'État, suspendant les libertés fondamentales permettant l'arrestation massive des opposants. La consolidation du régime nazi se fait par une série de mesures légales et par la violence politique. Les lois des pleins pouvoirs votées le 23 mars 1933 donnent à Hitler la capacité de légiférer sans passer par le Reichstag. Les partis politiques sont dissous, les syndicats interdits, les opposants arrêtés ou éliminés. Le processus de mise au pas permet la nazification de toutes les institutions, administration, justice, police, éducation, médias. La nuit des longs couteaux, en juin 1934, élimine la concurrence interne des SA et de leur chef, Ernst Röhm, tandis que la mort de Paul von Hindenburg en août 1934 permet à Adolf Hitler de fusionner les fonctions de chancelier et de président, devenant ainsi le Führer du Troisième Reich. Comme on l'a vu, l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir résulte d'une conjonction de crises structurelles, de stratégies politiques habiles et de complicité institutionnelle. Loin d'être inévitable, elle s'inscrit dans les failles de la démocratie de Weimar et l'incapacité des élites à anticiper
la radicalité du projet nazi. L'étude de cette période met en lumière la fragilité des systèmes démocratiques face à la manipulation des procédures légales et à la montée des extrémismes, offrant ainsi un avertissement toujours d'actualité pour la sauvegarde des institutions démocratiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.